Je vais, Pardon? je vais couper momentanément la vidéo, mais je reste connectée, je suis là, hein. D'accord, il n'y a pas de problème. À tout de suite. Je peux couper en attendant la vidéo. S'il te plaît, bien. Distinguer la parole. La distinction. Moi, ça devrait fonctionner. Quand les vidéos sont là, vous cliquez sur la vidéo. Quand les participants sont là, c'est j'active la vidéo. Je vais essayer. Comme par exemple, Non, vous leur demandez juste de partager leur écran. Vous leur dites de partager leur écran. Et on dirait vous, à votre niveau, parce que quand ça commence, vos vidéos sont là. Quand l'écran partagé, ça, c'est-à-dire que vous, ce que vous faites sur votre ordinateur, ça peut apparaître à l'écran. Donc, quand vous donnez la parole à quelqu'un, si la personne apparaît dans une présentation, genre un PowerPoint, donc vous lui demandez de partager son écran. Voilà, donc la personne partage son écran et ça va s'afficher. et là, je vois maintenant, quand elle va finir, il y a plusieurs participants. Oui. Ceux qui souhaitent prendre la parole. Voilà. Comment moi, je... Pour les participants. Les participants ne prennent pas la parole. Eux peuvent envoyer. Ils vont envoyer.
on peut démarrer. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes en présence de Karen Pariente, clinicienne, manager senior et chef de projet chez Stimulus Conseil. Je suis Anne Guillaume, je suis psychologue du travail et des organisations. Aujourd'hui, pour cette webconférence, nous avons pour thème détecter et orienter un collaborateur, une collaboratrice en difficulté. Et c'est un thème assez intéressant qui, je pense, a son fondement dans le contexte actuel de crise sanitaire due à la COVID-19. Donc, dans un tel contexte, les conditions de travail inédites vont placer les managers face à des situations complètement nouvelles. On a des collaborateurs qui ont peur de reprendre, de retourner au travail. On a des risques de tension dans les équipes liés soit au respect des gestes barrières ou pour des raisons de répartition de la charge de travail, de la relation managériale dégradée, des collaborateurs, des managers ou des équipes qui éprouvent également des difficultés à prioriser les activités dans le contexte dégradé actuel que je viens de décrire. Il y a aussi des collaborateurs qui sont également confrontés à une forte charge émotionnelle due à des relations tendues avec les clients, plus impatients, plus pressés de retrouver leurs commandes. Dans un tel contexte, il serait intéressant de détecter et interpréter le plus précocement possible les signes de mal-être chez les collaborateurs et collègues, ce qui permet d'agir à temps pour traiter à la racine les causes de leur souffrance psychologique. Car sans identification rapide et précise, le problème reste difficile et on éprouvera toujours des difficultés à trouver des solutions et à mettre en place un soutien adéquat. Pour ce faire, je vais laisser la parole à Karen pour pouvoir nous apporter des éléments de réponse sur les questions suivantes. Comment parvenir à détecter les signaux qui font état d'une difficulté que rencontre un collaborateur ou une collaboratrice ou son équipe? La deuxième question, c'est quel soutien ou aide substantielle à apporter pour orienter un collaborateur en difficulté? Et enfin, comment doter les managers et les équipes d'outils facilement qui pourraient faciliter la gestion de configuration de travail particulière. Sur ce, je laisse la parole à Karen qui va nous présenter un peu le sujet. Ok, merci Guillaume. Alors, je vais partager donc mon écran pour aborder ces différents points avec vous. Je fais partager. Nous y voilà. Est-ce que c'est bon pour vous, Guillaume? Est-ce que vous voyez mon écran? Super, d'accord. Ouais. Je crois que j'ai un peu plus d'une demi-heure, c'est ça? 30-35 minutes? Si vous avez une demi-heure de présentation, voilà. Et à la suite, on pourra passer à des séries de questions. Alors, je vous pose la question parce que je vais me présenter, mais une de mes caractéristiques, c'est que je peux être très bavarde. Donc, je lance mon chrono pour essayer de tenir le temps et puis je compte sur vous, bien évidemment, pour me rappeler à l'ordre si je risque de dépasser. Donc, moi, je suis Karen Pariente, de formation initiale, je suis psychologue clinicienne, plutôt formée à des approches type thérapie brève. Et je travaille donc pour le cabinet Stimulus Conseil, qui est spécialisé dans l'accompagnement des entreprises sur tout ce qui concerne la santé psychologique au travail.
et j'ai plus particulièrement la responsabilité des missions et des dispositifs dits d'assistance et d'accompagnement. Donc voilà, ça parle entre autres des numéros verts d'écoute et d'accompagnement psychologique et social, en passant par le fait d'être dans l'entreprise et de pouvoir être à disposition pour des entretiens, et jusqu'à ce qu'on appelle la gestion de crise, c'est-à-dire intervenir quand malheureusement un événement grave touche une ou plusieurs personnes, impacte une ou plusieurs personnes de manière un peu plus traumatique, on va dire ça comme ça. Et puis accessoirement, je me suis formée à la médiation en entreprise et j'en termine là pour ma présentation. On va donc effectivement aborder le thème de la détection et de l'orientation, ce que j'appellerais de manière synthétique l'accompagnement d'un collaborateur ou d'une collaboratrice en difficulté. C'est une thématique sur laquelle on accompagne très régulièrement, et pas que en écho du contexte de crise qu'on connaît tous, sur laquelle donc on accompagne très régulièrement tout un tas d'acteurs de l'entreprise, que ce soit à travers les dispositifs que je vous décrivais, ou que ce soit sous la forme de formation, de sensibilisation, quelle que soit la durée, j'ai envie de dire, dans laquelle on déploie ce type d'aide. Je vous dis ça parce que du coup, ce que je vais vous présenter, c'est voilà, à la fois un retour d'expérience qui nous est directement propre par rapport au dispositif d'écoute, mais aussi un retour d'expérience de ce qu'on est amené à transmettre, entre autres et en particulier aux managers qui eux-mêmes se retrouvent souvent en première ligne pour détecter et accompagner justement leurs collaborateurs ou tristes en difficulté. Alors, peut-être en guise de préambule, l'introduction, je viens de la faire, en guise de préambule, ce qu'on peut se dire dans ce contexte plus particulier que l'on vit encore une fois tous et depuis maintenant plusieurs mois, et qu'on va continuer à vivre, même si les choses évoluent, hein, mais qu'on va continuer à vivre encore pendant plusieurs mois également, c'est que détecter à la fois les difficultés au sens l'impact sur l'état de santé, mais aussi ce qui génère cet impact négatif sur l'état de santé des individus, des salariés, c'est tout de suite pouvoir prendre conscience d'un certain nombre de mutations professionnelles, de mutations dans les pratiques professionnelles, et qui sont encore une fois la conséquence du fait d'être confronté à cette situation de crise. Pour pouvoir aider quelqu'un, il faut bien évidemment évaluer son état de santé, mais il faut aussi savoir à quoi il est confronté au quotidien, qu'est-ce qu'il vit qui justement vient dégrader plus ou moins son état de santé, parce que pouvoir l'aider à améliorer son état de santé, c'est aussi pouvoir l'aider à agir sur le vécu qu'il a de sa situation et pourquoi pas sur sa situation plus directement. Donc, quand je parle de mutation dans les pratiques professionnelles en lien avec la crise, j'évoque entre autres le fait d'avoir été dans l'obligation de s'adapter très rapidement à cette crise en début d'année, et le fait de continuer à devoir s'adapter à l'évolution de cette crise, les contraintes qu'elle génère, les recommandations officielles que l'on a pour pouvoir effectivement être en sécurité sur le plan sanitaire, etc. Je parle également des contraintes dans le champ du professionnel, des contraintes opérationnelles, évolution, modification des outils de travail, des méthodes de travail liées au confinement, entre autres, pas que, mais entre autres. Parfois des contraintes économiques. Certaines personnes ont vu leur activité se suspendre, d'autres se suspendent totalement, d'autres en partie. Tout ça forcément a un impact sur la manière dont chacun vit sa situation professionnelle et plus globale. Ce n'est pas anodin d'être mis en chômage partiel, ce n'est pas anodin d'avoir une incertitude sur l'évolution de ce chômage partiel, combien de temps ça va durer, est-ce que je vais retrouver mon travail en totalité, en partie, etc. Et dans quelles conditions.
Ce qui me fait enchaîner sur la troisième, sur le troisième élément que je veux partager avec vous, qui est très impactant sur le vécu émotionnel que l'on peut tous avoir de notre situation professionnelle, c'est toutes les incertitudes auxquelles on a été soumis et pour certains, on est encore soumis par rapport à l'évolution de la crise et l'impact de cette évolution sur la situation professionnelle que l'on vit. Et puis peut-être un focus aussi sur, par rapport au confinement, en tout cas pour tous ceux qui ont été fortement touchés par ce confinement, sur un certain floutage des limites entre le travail, le monde professionnel, l'activité professionnelle et puis la vie personnelle. Bien évidemment que ça a eu plein de conséquences et ça en a encore pour les gens qui sont encore concernés, de devoir travailler chez soi, dans des conditions qui ne sont pas forcément prévues pour ça, en étant soit très isolé pour certains, soit en devant composer avec la présence en permanence de ses proches pour d'autres, que ce soit le conjoint et ou les enfants. Donc, tous ces éléments-là, et probablement j'en oublie, viennent impacter la façon dont on vit les choses, dont on s'adapte, dont on s'ajuste et du coup potentiellement, si on vit tout ça pas bien, notre état de santé psychique. Et comme vous le savez peut-être, notre état de santé psychique est très très lié à notre état de santé global. Hein, on n'est pas que un esprit des émotions d'un côté et puis un corps de l'autre. On fait un tout. Et quand on ne va pas bien sur le plan psychique, c'est très souvent lié aussi à des maux MAUX au niveau du corps, j'ai envie de dire, au niveau des organes. Donc face à tout ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que les collaborateurs et les collaboratrices, très souvent, et ça c'est un retour d'expérience que je partage avec vous, très souvent vont avoir de nouvelles attentes qu'ils n'avaient pas avant effectivement cette crise, des attentes en termes de soutien qui se renforcent, qui sont probablement plus importantes, parfois parce que la distance avec l'encadrement, le management fait qu'effectivement on se sent plus isolé, peut-être on est moins en prise directe avec l'autre et du coup on a besoin effectivement de ce soutien, besoin en termes d'accompagnement et besoin en termes de reconnaissance. Reconnaissance parce que travailler dans des conditions difficiles, fournir des efforts, rester investi, c'est pas si simple que ça et c'est très humain, on a tous plus ou moins besoin effectivement de sentir que finalement les efforts que l'on fait sont utiles, sont appréciés, sont reconnus, quelle que soit d'ailleurs la nature de cette reconnaissance. Une fois que j'ai posé ces bases-là, on va dire, pour vous dire que du coup, pour pouvoir accompagner, il faut savoir finalement ce que les collaborateurs, ce que les salariés vivent avant même que de détecter dans quel état ils sont. Pour pouvoir vraiment prendre la pleine mesure de ce qu'une personne vit dans son environnement professionnel, eh bien, pour les managers, il va être important, pour les managers ou pour les personnes en situation d'encadrement, j'ai envie de dire, il va être important finalement, autant que faire se peut, d'avoir, de connaître finalement les personnes avec lesquelles on bosse. Hein. Vous allez voir, je vais revenir un petit peu, enfin je vais aborder un petit peu après avec vous la notion de changement chez la personne qui éventuellement est en difficulté. Eh bien, pour pouvoir observer, pour pouvoir prendre conscience que l'état de la personne change, encore faut-il avoir une certaine connaissance de comment cette personne, elle est en temps normal, on va dire comme ça. Hein. Comment elle fonctionne? Est-ce que c'est plutôt quelqu'un d'enjoué, d'affable, voilà, qui a j'ai envie de dire le verbe et le contact facile, ou est-ce que c'est plutôt quelqu'un de toute façon de réservé, qui s'extériorise peu, qui est très impliqué dans son travail? Enfin, je pourrais vous donner autant d'exemples que de personnes. En tout cas, avoir une connaissance de base, pour le dire autrement, de la personne, pour pouvoir mesurer justement cet écart entre là où elle en est et la façon dont elle fonctionne et dont elle se sent d'habitude. Donc, connaître son collaborateur, c'est important. Et ce qui va être aussi important, c'est avoir le maximum d'informations sur le contexte que vit la personne.
j'ai évoqué un certain nombre d'éléments qui peuvent effectivement être pesants et impactés par rapport à la crise. Mais tout le monde n'a pas été impacté par la crise et par le confinement de la même manière. Tout le monde ne vit pas dans les mêmes conditions de vie, qu'elles soient sociales ou familiales. Donc, avoir des éléments sur le contexte va aussi nous donner une idée de finalement qu'est-ce qui est susceptible justement de dégrader ces conditions de vie, professionnelles certes, mais également personnelles, et du coup, par là même, d'avoir un impact sur son état de santé. C'est important aussi par rapport à ce que disait Guillaume en introduction, qui est notre capacité de pouvoir anticiper au maximum une dégradation de l'état de santé de la personne, que de pouvoir anticiper justement les éléments auxquels elle peut être confrontée et qui sont susceptibles effectivement de peser lourd sur son quotidien. Au-delà de ça, pour pouvoir effectivement, là on va peut-être se centrer un peu plus sur la partie qu'est-ce qu'on peut détecter, et puis ensuite on reviendra sur comment on peut le détecter, mais voilà, une personne qui va moins bien, pour ne pas répéter à outrance dont l'état de santé se dégrade, une personne qui va moins bien, c'est une personne sur laquelle, auprès de laquelle vous allez pouvoir constater un certain nombre de changements. Je l'évoquais avec vous. Ces changements, ils sont d'autant plus importants à prendre en compte, voire ils sont d'autant plus inquiétants qu'ils vont être significatifs, c'est-à-dire qu'ils vont être assez importants, bruyants, voyants, qu'ils vont être durables. Hein, on a tous le droit d'avoir une baisse de morale un jour, un coup de mou, pas envie de bosser. Si c'est très ponctuel, c'est pas grave, pour le dire rapidement. Si ça s'installe dans le temps, effectivement, là, ça signe certainement un état de santé plus global, en tout cas sur le plan psychique, qui se dégrade. Donc, un changement, enfin des changements significatifs, des changements durables, et des changements qui parfois peuvent être très nets. C'est-à-dire, du jour au lendemain, effectivement, on constate qu'une personne ne répond plus aux mails, met du temps à répondre. Si elle répond, en tout cas, elle met plus de temps. Et ce n'est pas comme ça qu'on connaissait la personne avant. Hein. Je fais des points avec ce que je vous ai déjà dit. Donc voilà, il y a un certain nombre de signaux sur lesquels que l'on peut avoir en tête pour justement se dire, tiens, là, ça vaut le coup quand même d'aller au contact de cette personne-là, et puis on y reviendra, d'essayer de comprendre un peu ce qu'elle vit et de voir si on a raison de s'inquiéter et si elle a besoin d'une aide et comment on peut l'accompagner ou pas. Alors, parmi les signaux d'alerte sur lesquels, encore une fois, on peut et on doit être vigilant, il y a différentes sphères finalement de notre fonctionnement à tous qui peuvent être concernées. Quand on va moins bien, souvent, on est impacté, en tout cas on peut l'être, sur tout ce qui concerne nos capacités cognitives, pour le dire comme ça. C'est-à-dire que moins je vais bien, plus je vais avoir du mal à me concentrer, à maintenir mon attention, à réfléchir de manière, j'ai envie de dire, réactive, fluide, lucide. Hein. Donc voilà, toutes ces capacités-là, elles peuvent transparaître dans l'activité de travail. Et même quand on est à distance, par le biais de l'écrit, par le biais de ce qui continue à être produit au sens large en termes de travail, quelle que soit l'activité qu'on fait. Donc l'impact sur ces capacités cognitives, voilà, ça fait partie des signaux à investiguer, en tout cas sur lesquels être branché pour pouvoir effectivement se faire une idée de l'état de santé de la personne. Un autre domaine qui va être touché, c'est la sphère émotionnelle. Alors ça va peut-être vous paraître évident, mais moins on va bien, plus notre humeur, effectivement, se dégrade.
Donc, plus on peut être triste, avoir du mal effectivement à profiter de moments de convivialité, avoir envie de faire les choses, envie de profiter effectivement de moments plus informels au travail. Donc, et pour certaines personnes, même si ce n'est pas la majorité, le changement de l'humeur peut être complètement inversé. C'est-à-dire quelqu'un qui va être beaucoup plus dans l'excitation, dans une certaine labilité, c'est-à-dire que ça va partir dans tous les sens. Quelqu'un qui va être anormalement enjoué peut être aussi le signe d'une dégradation d'un état de santé. Mais la plupart du temps, on est plutôt sur une humeur qui se dégrade plutôt vers de la tristesse, voire éventuellement des symptômes de type dépressif. Et puis quand on ne va pas bien, comme je vous le disais, souvent le corps parle également. Donc tout ce qui est tension, au sens physique du terme, hein, tension musculaire, tout ce qui est discours empreint de douleur. Alors souvent on parle des maux de dos, des maux de tête, il peut y en avoir d'autres, hein, mais soit des réflexions sur le sommeil qui se dégrade, ou une personne dont l'apparence, ne serait-ce que par vidéo interposée, nous fait dire elle a l'air vraiment très fatiguée, et encore une fois ça s'installe dans le temps, un état de fatigue finalement, si je devais le résumer. Tout ça effectivement sont autant de signaux qui doivent au moins nous inviter à aller plus loin et à essayer de comprendre ce qui se passe et ce que la personne vit. Et puis il y a toute la sphère des comportements qui peut être aussi impactée quand notre état de santé se dégrade. Que ce soit des comportements plutôt de retrait, d'isolement, de fuite, d'évitement. Évitement, encore une fois, de participer à certaines réunions, à certains moments informels. Évitement, si ce n'est de participer entièrement, en tout cas on est présent mais on n'intervient pas. Donc ça c'est plutôt sur des comportements en moins, j'ai envie de dire, par rapport à ce que la personne a l'habitude de faire et par rapport à ce que vous connaissez du fonctionnement de la personne habituelle. Et puis, il peut y avoir des comportements d'irritabilité, d'agressivité, peut-être même parfois de violence, parce qu'encore une fois, la personne ne va pas bien, elle est du coup moins lucide, plus à fleur de peau, plus sensible, plus réactive, et du coup, il va en falloir beaucoup moins en termes de situations qu'elle va vivre de manière inconfortable pour qu'elle surréagisse. Donc là, je vous fais les extrêmes, bien évidemment, il y a des nuances entre les deux, mais en tout cas, retenez que ces changements comportementaux, surtout s'ils sont très bruyants, vous pouvez y avoir accès directement en échangeant avec la personne ou éventuellement par le biais d'un témoignage, un témoignage d'un collègue, d'un tiers. Et ce sont autant de signes effectivement dont il faut pouvoir tenir compte. Ça, c'est les changements de comportement. Il y a deux autres choses qui me semblent très importantes et auxquelles on peut avoir accès, y compris dans ces circonstances. C'est le phénomène d'usure et de désinvestissement. Plus que je vis dans mon quotidien est lourd, et plus effectivement je vais avoir du mal à m'investir, et plus je vais user mon énergie, épuiser mon énergie à essayer de faire face. Et au bout de ce chemin-là, il y a effectivement cette usure et ce désinvestissement de l'activité professionnelle, et même parfois ça va au-delà du champ professionnel. Et ce qui peut être aussi un bon indicateur du fait qu'il y a des personnes qui vont pas bien, c'est l'impact sur la qualité des relations dans le champ professionnel, y compris au sein d'un collectif. Ça peut être entre deux personnes, mais ça peut être aussi effectivement au sein d'un collectif. Les personnes s'écoutent moins, sont plus recentrées sur elles, encore une fois, des tensions sont exacerbées, etc. Une dernière chose à dire sur ces signaux avant de passer à comment on peut accompagner et comment on peut les détecter. Si je devais schématiser, quand on a accompagné une personne en difficulté, en fait, il y a une dernière évaluation à pouvoir faire, c'est est-ce que je suis
en présence d'une personne qui est en difficulté, voire en grande difficulté, avec un certain nombre des signaux, voire des symptômes que je vous ai décrits, ou est-ce que je suis en face d'une personne qui est en danger, dont l'état de santé, effectivement, l'état de santé psychique est à ce point dégradé, le discours est à ce point négatif que il faut agir et il faut agir de manière urgente. Autrement dit, j'ai envie de dire, l'état que je décris en filigrane serait effectivement une personne qui serait en risque suicidaire. Dans le premier cas de figure, on peut effectivement agir et on peut être plusieurs à agir pour accompagner la personne, l'orienter, identifier les bonnes personnes vers lesquelles orienter et identifier les bonnes actions à mettre en place pour pouvoir aider la personne à faire face à sa situation. Dans le deuxième cas de figure, c'est les secours qu'il faut appeler. Je m'arrête là pour ça. Si vous voulez, on y reviendra, mais comme je vois le temps qui défile, voilà, je sais qu'il y a souvent des questions là-dessus. On y reviendra dans vos questions. 10 minutes. Oui, exactement. Alors, une fois qu'on a tous ces signaux en tête, comment on peut faire pour accompagner? Déjà, avant de rentrer dans le détail de quelques bonnes pratiques, ce que je voulais partager avec vous, c'est que accompagner une personne qui ne va pas bien, c'est pas évident, surtout quand ce n'est pas notre cœur de métier, dit la psychologue. Mais voilà, quand on s'adresse à des managers ou même d'autres métiers, encore une fois, dont l'essence même n'est pas le soin et l'accompagnement de la personne, eh ben, ce n'est pas forcément évident. C'est pas évident, ou en tout cas, ça peut ne pas être évident. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir le sentiment qu'on n'a pas le temps pour ça. Le manager, il est à la fois tout à fait conscient qu'il doit accompagner ses collaborateurs et tristes, et en même temps, il a plein d'autres choses à faire. Et dans cette situation de crise, lui-même aussi peut être, et il est forcément soumis à toutes les contraintes que j'évoquais. Donc, se dire que c'est important de prendre du temps, qu'on n'a pas besoin d'en prendre autant que ce qu'on peut imaginer, mais ne serait-ce que 20-30 minutes, ça peut paraître long, mais voilà, il n'y a pas besoin d'une heure pour vraiment investir un échange avec une personne dont on se demande jusqu'à quel point elle ne va pas bien. C'est précieux et c'est jamais inutile. C'est jamais inutile parce que ne serait-ce que la démarche, ça montre qu'on est à l'écoute de l'autre, qu'on se pose des questions, qu'on s'inquiète et qu'on est là en cas de besoin. Donc, se dire qu'on n'a pas le temps, enfin, pour dépasser le on n'a pas le temps, plutôt se dire, j'essaie de sacraliser un moment, je prends le temps dont j'imagine et j'estime disposer, mais ce temps-là, voilà, je suis pleinement connectée, je suis pleinement présent avec la personne, et puis quoi faire de ce temps-là, on y revient juste après. L'autre difficulté qu'on peut avoir à surmonter, c'est le fait d'être dans cette période de crise en particulier, d'être moins en contact avec ses collaborateurs. Encore une fois, le confinement fait qu'on n'a plus les personnes sous la main, et ceci étant dit, même hors crise, parfois des managers managent à distance. Donc c'est important effectivement aussi de se dire, on a plein de moyens de contact à notre disposition, il y en a peut-être certains qui sont plus confortables que d'autres, mais essayez vraiment de définir, de sacraliser un moment, un mode de communication qui va nous permettre de nous poser avec l'autre et de pouvoir effectivement aborder justement cet état SVQ. Et puis la dernière difficulté qu'on peut avoir à surmonter, c'est le sentiment d'être indiscret. Hein, on parle de personnes qui ne vont pas bien, dont l'état de santé psychique se dégrade. Imaginez en parler avec la personne, du coup lui poser des questions, du coup potentiellement entendre des choses qu'on n'a pas forcément envie d'entendre parce qu'on n'est pas à l'aise avec. Tout ça peut alimenter ce sentiment d'être indiscret. Et là, pour le coup, vraiment, disons-nous que dialoguer avec l'autre, s'autoriser effectivement à poser des questions, c'est forcément aidant, et on peut mettre des limites à ça, et on peut passer le relais dès qu'on estime qu'on n'est plus la bonne personne, parce que ce n'est pas notre métier, parce que les besoins sont ailleurs. Ensuite, les bonnes pratiques que je voulais partager avec vous, une fois qu'on arrive à surmonter, en tout cas à faire avec ces 3 difficultés, et qui vont être très aidantes dans l'accompagnement de tierces personnes, collaborateurs, collaboratrices,
c'est cette fameuse, je dis cette fameuse parce que c'est un terme qu'on entend beaucoup, c'est cette fameuse posture et démarche, j'ai envie de dire, empathique. Être dans l'empathie avec l'autre, c'est pas être d'accord avec lui, c'est pas partager ce qu'il vit, c'est être complètement à l'écoute, complètement ouvert à ce que l'autre peut effectivement nous amener à entendre, à voir, pour chercher à comprendre vraiment ce qu'il vit. Si je devais le résumer, je dirais ça. Et pour ça, bah, il y a des techniques qui sont très aidantes, on va y revenir, mais dans ce qu'on appelle l'écoute active, l'idée c'est vraiment de ne pas être dans le jugement a priori, de ne pas vouloir tout de suite donner des solutions à l'autre parce qu'on est persuadé que c'est ça qui va l'aider, et de ne pas hésiter effectivement à amener l'autre vraiment à prendre conscience de ce qu'il vit. Même si on est persuadé qu'on sait, parce qu'on connaît bien la personne, vraiment, l'idée, c'est de faire le maximum de place à l'autre pour entendre ce qu'il a à nous dire, pour comprendre ce qu'il a à nous montrer. Du coup, les écueils à éviter, c'est ce que je vous disais, c'est recourir à des jugements de valeur dans le dialogue avec la personne et ne pas creuser certains points parce qu'on se dit, bah oui, mais moi, je sais. Voilà, je sais comment la personne se sent et je sais ce qu'elle a et je sais pourquoi. Et du coup, je vais directement aller droit au but avec toutes les bonnes intentions du monde pour pouvoir l'aider. Non, il faut passer par aider la personne à verbaliser ce qu'elle ressent, ce qu'elle vit et ce dont elle aurait besoin. Ça, c'est la première bonne pratique. Ce qui découle de cette bonne pratique, qui est finalement la principale, j'ai envie de dire, en tout cas celle qui englobe les autres, c'est justement cette posture d'écoute dont je vous parlais. L'idée quand on accompagne l'autre, peut-être ça peut paraître paradoxal, c'est que l'autre parle plus que nous. Donc pour ça, on écoute, on reformule, on rebondit sur un terme, on rebondit sur une mimique, on rebondit sur une tonalité si on a la personne au téléphone et qu'on n'a pas accès aux mimiques. Autrement dit, on utilise beaucoup la reformulation et on amène l'autre, on aide l'autre, on accompagne l'autre dans le fait de nous dire, de nous préciser exactement où il en est. Où il en est par rapport à ce qu'il ressent, où il en est par rapport à la situation à laquelle il est confronté, où il en est par rapport à sa manière de gérer la situation, les ressources qu'il peut mobiliser, etc. Et tout ça, ça va nous donner des billes pour savoir comment l'accompagner. Et accessoirement, ça va permettre à l'autre de prendre conscience aussi de jusqu'où il va moins bien, voire jusqu'où il ne va pas bien du tout, pour ensuite pouvoir obtenir de sa part un engagement par rapport à cette aide et à cet accompagnement qu'on va pouvoir lui proposer. Donc l'écoute est très importante. Le questionnement, je commençais à vous en parler, l'est également fortement. Et là, peut-être, je vais évoquer des choses que vous connaissez déjà, mais les écueils à éviter quand on est dans le questionnement pour aider l'autre, pour accompagner une personne qui ne va pas bien, c'est éviter les questions fermées, donc éviter les questions qui amènent des réponses très courtes du genre oui, non, mais plutôt inviter l'autre à nous expliquer, à nous détailler, à nous préciser, encore une fois, ce qu'il vit. Et éviter, et ça c'est assez fréquent de mon expérience, éviter d'enchaîner les questions, voire éviter de poser une question et d'y répondre soi-même. Quand on est soi-même pas très à l'aise ou quand on est persuadé, encore une fois, qu'on connaît la bonne manière d'aider l'autre, on peut avoir tendance à faire ça. On pose une question et en fait on en pose une deuxième, une troisième et du coup on loupe la possibilité pour l'autre, on ferme la possibilité à l'autre de nous donner tout un tas d'informations qui vont être précieuses. Et puis on ferme la possibilité pour l'autre de s'exprimer et il peut en avoir besoin dans ces circonstances. Et parfois, on pose des questions et puis du coup, on propose une ou deux réponses. Et ça aussi, il vaut mieux éviter. Dernier point, en tout cas dans les bonnes pratiques pour accompagner et orienter une personne, et je vous dis, ça découle vraiment de cette posture empathique, c'est chercher à comprendre. Ce qui va vous aider à être dans cette démarche-là, de chercher à comprendre, c'est tout ce qu'on s'est dit précédemment. C'est accepter d'écouter, c'est prendre le temps,
se dire, bah voilà, là, je vais appeler ou je vais faire un Skype ou un Teams avec un tel. Je sais que j'y consacre 20 minutes et 20 minutes où je vais demander à l'autre comment il va, qu'est-ce qu'il vit, où il en est, c'est quoi ses difficultés, etc. etc. Et s'il y a besoin de 20 minutes en plus, ben, ça sera après, mais au moins ces 20 minutes-là, je vais pleinement être présent et pleinement disponible pour l'autre. Ne pas hésiter à reformuler pour comprendre. Hein. Ne pas partir du principe que la personne nous dit quelque chose et c'est évident, on a compris, si ce n'est pas suffisamment clair. Ne pas hésiter aussi dans les échanges à faire des résumés au cours de l'entretien. Donc là, voilà, là, ça fait 10 minutes qu'on parle ensemble. Voilà, moi, je comprends ou j'ai l'impression. Vous faites un résumé et vous laissez toujours la place pour l'autre de vous confirmer ou pas que vous avez bien compris, bien reçu ce qu'il vit et ce qu'il souhaitait vous transmettre. Et c'est à cette condition-là que vous allez pouvoir effectivement, avec lui, j'ai envie de dire, valider ou pas son besoin d'être aidé, valider ou pas son engagement à accepter d'être aidé. Et dans être aidé, il y a vous tenir disponible, il y a orienter vers les bons interlocuteurs, ça peut être la médecine du travail, ça peut être la fonction RH, ça peut être encourager aussi à consulter à l'extérieur, médecin ou autre d'ailleurs. Ça peut être aussi travailler avec le management sur les conditions de travail, voilà, d'une manière ou d'une autre. Hein. Prendre en charge l'état de santé, c'est pas que être dans le soin au sens médico-psychologique, c'est aussi, comme je vous le disais, s'enquérir, se préoccuper et s'occuper de la situation professionnelle, concrète, technique opérationnelle, j'ai envie de dire, dans le cadre professionnel. Voilà, comme je vois le temps qui défile, je vais m'arrêter là et puis on aura l'occasion de revenir sur un certain point, j'imagine, dans les échanges, en tout cas si vous le souhaitez. Je vous remercie. Je peux poursuivre encore 5 minutes. Ah, d'accord, ok. Voilà. Bon, encore. Je me limitais. Alors, peut-être effectivement une dernière chose sur la partie orientée, finalement. À partir du moment où ces échanges, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, hein, et ça peut être un échange, mais ça peut être plusieurs, à partir du moment où vous arrivez avec votre interlocuteur à cerner le fait qu'il ne va pas bien et les éléments de son quotidien, professionnel ou autre d'ailleurs, qui font qu'il ne va pas bien. Ensuite, effectivement, il va s'agir d'orienter dans l'accompagnement. Donc, orienter, c'est pouvoir à la fois vous reposer et passer le relais à un certain nombre d'acteurs de l'entreprise. Et comme je vous le disais, orienter, ça peut être conseiller, encourager, tout en restant bien évidemment dans votre rôle, hein, mais conseiller ou encourager aussi à se faire aider à l'extérieur. Donc voilà, j'ai en tête les acteurs que j'évoquais avec vous, à savoir la médecine du travail, si vous n'êtes vous-même pas déjà médecin du travail, mais ça peut être effectivement s'appuyer sur la fonction RH, sur le management, sur le ou les managers. Ça peut être aussi réfléchir avec la personne à comment elle peut solliciter, s'appuyer sur ses collègues. Hein. Ça, c'est aussi des choses que l'on fait assez régulièrement. Réfléchir avec elle finalement à quelles sont les ressources à sa disposition pour pouvoir agir virtueusement sur sa situation et de ce fait avoir un impact positif sur son état de santé. Voilà, là je m'arrête là et puis je suis à votre disposition pour vos remarques, vos questions, encore une fois, s'il y en a. D'accord. Merci Karen pour cette brillante présentation. Je vais
à mon niveau, essayer de faire juste un rappel, un petit résumé de la présentation pour dire qu'il s'agit ici d'un retour d'expérience à partager avec les managers. Et donc, pour pouvoir détecter, Karen a si bien dit, pour pouvoir détecter, il faut pouvoir connaître ses collaborateurs. Et donc, il y a un besoin de reconnaissance qu'il faut regarder à ce niveau. Quelles sont les situations qui ont été touchées, qui ont été modifiées? On a vu que la méthode de travail a été modifiée durant cette période de confinement liée à la pandémie. Il y a aussi les incertitudes parce qu'il y a eu une modification économique, parce qu'on ne sait pas si, avec la récession économique, si on va perdre son emploi. Ou il y a d'autres qui ont connu des chômages techniques ou des réductions de salaire, des diminutions de salaire, pardon. Il y a aussi la charge émotionnelle que tout cela va générer. Et aussi, il faut regarder du côté du télétravail où il était difficile parfois pour d'autres de respecter la frontière entre vie professionnelle et vie privée. Et de toutes ces choses-là, il y a vraiment un réel besoin d'accompagnement et de soutien. Alors, comment accompagner? Mais pour accompagner, il faut d'abord être disponible. Donc, il faut regarder la disponibilité des managers. Et aussi, on dira, ces managers, est-ce qu'ils sont psychologues ou pas? Mais donc, il faut regarder la qualification. Donc, de ce fait, il y a quand même de bonnes pratiques qui ont été suggérées par Karen. Il fallait voir la posture empathique. Et dans cela, il faut regarder aussi les jugements. Il faut éviter les jugements de valeur. Il faut plutôt aider la personne à verbaliser. Aussi, il faut avoir une bonne qualité d'écoute. Cela est très important. Il faut avoir une large oreille, mais une fine bouche. Et il faut éviter aussi que le questionnement tourne à un interrogatoire de police. Et encourager plutôt, aller plutôt avec des questions plutôt ouvertes que fermées. Il faut faire énormément preuve de compréhension avec ses collaborateurs ou ses collègues, mais aussi l'orientation, qui est le dernier volet. L'orientation nécessite, on peut faire une orientation en interne comme une orientation en externe. Donc, on a essayé d'énumérer quelques personnes compétentes. On a énuméré, entre autres, le médecin du travail. Et si possible aussi, je dis, s'il y a un assistant social ou une assistante sociale à l'intérieur de l'entreprise, elle pourrait jouer énormément beaucoup de choses dans l'orientation. Il y a en externe, lorsque on n'a pas les capacités en interne, alors il faut référer en externe. On peut aller voir un psychologue ou un psychiatre, pourquoi pas. Et je pense que j'ai bien résumé la présentation. Et sur ce, je laisse les participants, pour ceux qui ont des questions, qui puissent les poser. Nous avons encore une vingtaine de minutes pour prendre les questions. Alors, je vois une question là. Comment détecter et orienter un collaborateur en difficulté lorsqu'on pratique le télétravail? Est-ce que finalement les compétences de détection et d'orientation des collaborateurs en difficulté doivent être externalisées? Quelle est la meilleure pratique? Alors, il est vrai que le télétravail peut rendre plus compliqué ces moments où on est pleinement avec l'autre et sur toutes les dimensions de la communication, y compris non verbale ou paraverbale, pardon. Et le télétravail peut compliquer ça. C'est pour ça que je vous disais effectivement tout à l'heure que ces moments sacralisés, alors il peut y en avoir des collectifs, pourquoi pas, mais à partir du moment où on se pose une question, on a un doute, on sait parce qu'on connaît son collaborateur que vraiment ça vaut le coup de passer un moment plus privilégié avec lui ou avec elle, mieux vaut effectivement à ce moment-là instaurer des échanges interindividuels, enfin à deux. Et c'est pas parce qu'une personne est en télétravail que
on ne peut pas prévoir un coup de fil, qu'on ne peut pas organiser, encore une fois, comment dire, un call, enfin un vidéo entretien, je ne sais pas comment le qualifier, un Skype par exemple, peu importe, ou un Zoom en l'occurrence. Voilà, un moment où on prend des nouvelles. Ça peut être un moment finalement qui est présenté de manière très neutre. Et ce faisant, prendre des nouvelles, ça veut dire à la fois parler du boulot, de ce qui est réalisé ou pas, dans quelles conditions la personne bosse, et du coup comment elle se sent, voilà, et pouvoir finalement balayer un certain nombre des sujets, des éléments, des thématiques que l'on a évoquées ensemble. Donc, je pense que en première ligne, cette détection, elle peut, et j'aurais presque envie de vous dire, elle doit pouvoir se faire, hein, et elle doit être faite en interne, parce que dans des circonstances normales, c'est un peu comme ça que ça se joue. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui, au quotidien, interagissent naturellement, parce que l'organisation du travail, la fonction des uns et des autres fait que, qui effectivement vont avoir accès à ces premiers signaux. Après, si effectivement ces contacts-là, en tout cas le contenu de ces contacts-là, nous fait dire que la personne est en difficulté, voire en grande difficulté, alors orienter et l'externaliser peut être aussi tout à fait adapté, hein. Mais je pense qu'il ne faut pas, sous prétexte que les conditions sont très particulières et parfois inconfortables, je pense que ce serait un tort effectivement de se dire que du coup, c'est à l'extérieur de devoir prendre le relais pour pouvoir effectivement être à disposition des personnes qui n'iraient pas bien. D'autant que si on externalise, on perd encore une fois cette proactivité. Voilà, en tout cas, j'ai en tête en particulier les dispositifs que l'on a en place avec un certain nombre d'entreprises. Ces dispositifs d'écoute et d'accompagnement, de soutien, ils sont sur la base du volontariat, c'est-à-dire qu'on accompagne que les personnes qui font appel à nous. Or, il peut y avoir des personnes qui ne vont pas bien et qui effectivement ne font pas appel à des ressources extérieures. J'ai même presque envie de vous dire que plus on va mal, et moins on a la lucidité pour effectivement aller chercher de l'aide. Donc, c'est d'autant plus important que cette vigilance, cette attention, elle reste effectivement le sujet, l'enjeu d'acteurs internes à l'entreprise. J'espère que j'ai répondu à la question. Merci beaucoup, Karen. On regarde un peu s'il y a encore d'autres questions. Pour le moment, pas. Est-ce que je pourrais aussi faire une contribution, poser une question? Je me demandais s'il n'était pas plus intéressant de faire les choses de façon holistique en encourageant les entreprises à adopter une politique de qualité de vie au travail. Alors, de fait, le fait d'encourager les entreprises à adopter, à peut-être renforcer, encore une fois, dans ce contexte de crise, tout ce qu'ils mobilisent autour et à propos de leur politique de qualité de vie au travail, bien évidemment, est important et même indispensable, et encore une fois, au-delà de cette situation de crise. Mais par exemple, le fait effectivement d'outiller, vous en parliez en introduction, le fait dans une politique QVT, hein, de s'attacher à la fois donner accès à un certain nombre de dispositifs d'aide et de soutien, mais aussi d'équiper, d'outiller les managers et d'autres acteurs de prévention de la santé d'ailleurs,
de techniques, de stratégies pour justement pouvoir détecter et pouvoir passer les relais en termes d'orientation en cas de besoin, pour moi, s'inscrit pleinement dans une politique de qualité de vie au travail. Il y a bien évidemment bien d'autres champs. Là, je me focalise sur ma partie très, j'ai envie de dire, très psychologique et très individuelle. Il y a bien évidemment tout un tas d'autres missions à mener qui ne sont pas sur le champ purement de l'humain et du psychologique, hein, qui peuvent effectivement et qui doivent s'inscrire dans une politique de qualité de vie au travail, mais ça en fait partie aussi, ces sujets de l'humain et de l'émotionnel. Et oui, c'est important et c'est forcément aidant quand malheureusement une situation soudaine, brutale, subie par définition, telle que celle à laquelle on est confronté, nous tombe dessus. D'accord. Il y a une autre question. Alors, il y a une autre question qui... Il y a un participant qui demandait quel est le lien entre cette pratique et l'efficacité professionnelle. Alors, je ne sais pas si je saisis bien la question, mais je vais quand même faire ma réponse et puis le cas échéant, on me relancera. Si par cette pratique, on entend la capacité, en particulier des managers, parce que je parle beaucoup d'eux depuis tout à l'heure, d'être à l'écoute, de détecter et d'orienter des collaborateurs en difficulté et l'efficacité professionnelle, il y a vraiment un lien pour le coup direct et que j'ai un petit peu évoqué dans mon intervention, c'est que pour être efficace au travail, que ce soit individuellement par rapport à ces tâches très techniques de travail, ou que ce soit collectivement pour faire en sorte que le collectif fonctionne bien et que les relations soient suffisamment sereines, il y a un lien direct entre ça et notre état de santé psychique. C'est-à-dire que moins on va bien et plus on est impacté sur tout un tas de domaines de notre fonctionnement, hein, je redis, hein, notre capacité cognitive à maintenir notre attention, nous concentrer, du coup faire correctement notre travail, ne pas faire d'erreurs, voire parfois ne pas prendre de risques, ça c'est très dépendant de la nature de notre travail. Plus on va mal, plus notre humeur peut se dégrader et on peut avoir des comportements qui vont impacter cette efficacité professionnelle parce qu'on va louper des informations, parce qu'on va arriver en retard au boulot, parce qu'on va être présent mais pas en capacité d'être pleinement à ce qu'on fait. Voilà, je pourrais vous redonner pas mal d'exemples, mais le lien, il est là. Hein. Si effectivement on maintient des personnes au travail et qu'elles ne sont pas en état de santé pour faire correctement le job, eh ben, ça impacte directement l'efficacité professionnelle. D'accord. Il faut dire que, si nous comprenons bien, il faut dire que bien-être rime avec performance au travail. C'est très bien résumé. D'accord. On a une autre question. Alors, c'est celle de Sarah, hein, c'est ça, Guillaume? Oui, Sarah, vous avez lu? Alors, je suis en train de la lire. Merci pour les remerciements. Voilà. Et ensuite, donc, je lis. Si en tant qu'employé, on constate que l'on ne va pas bien et que l'on cherche à se faire aider par un médecin, vers qui faut-il s'orienter en Côte d'Ivoire? Un psychologue, un psychiatre? Quelqu'un aurait-il une recommandation à me faire? J'ai consulté un psychologue, il m'a juste donné des phrases à répéter chaque matin. Je ne vais pas mieux, du coup, je cherche quelqu'un d'autre. Alors, c'est une sacrée question, ça, Sarah, et elle est à la fois passionnante et importante de fait, ne serait-ce que pour vous. Et en même temps, je dis c'est une sacrée question parce que, alors d'une part parce que ma connaissance des ressources et de l'accès aux ressources en Côte d'Ivoire est très limitée, là je parle pour moi, et d'autre part de manière plus générale parce que la personne vers laquelle vous orientez va être très dépendante, encore une fois, de la nature, au-delà de votre état, des besoins qui sont effectivement liés à votre état. Donc, est-ce que l'orientation vers un psychologue, finalement, est celle est celle dont vous avez besoin? Et si oui, pour travailler
quoi et comment, parce qu'après, il y a être orienté vers un psychologue, et puis il y a après quel psychologue, et ça peut matcher ou pas. Là, visiblement, le travail qui vous est proposé ne vous convient pas. Je pourrais vous dire exactement la même chose s'il s'agit de s'orienter vers un psychiatre, mais même vers un médecin généraliste. Hein. Là, on focalise sur le psy, mais il n'y a pas effectivement que le psy. C'est très dépendant en fait des besoins qui peuvent être identifiés. Et ce travail-là, d'identification des besoins par rapport à un état et un vécu, et ben c'est vraiment une première étape très, très importante. Il y a le médecin du travail peut-être qui peut aider. Je dis peut-être parce qu'encore une fois, je ne suis pas dans la tête de tous les médecins du travail, mais en tout cas, en termes de ressources déjà au sein de l'entreprise, le médecin du travail, pour moi, doit être un premier relais déjà pour pouvoir voilà, faire un premier état des lieux de votre situation, voir si encore une fois, les besoins d'accompagnement ne sont que vers l'extérieur, ou si déjà au sein de l'entreprise, il y a aussi, hein, ça peut être les deux, hein, il y a aussi des choses finalement à réfléchir, à activer pour que ça ait un impact vertueux sur votre situation et positif sur votre état de santé. Alors voilà, j'ai conscience que je réponds sans répondre à votre... Enfin, je réponds de manière générale, mais pas spécifique à votre question, mais bon, j'espère avoir quand même apporté quelques éléments. Il y a une autre question. Et comment gérer efficacement les questions liées au harcèlement sexuel, aux addictions, aux questions qui impliquent ou engagent les décideurs? Alors, je prends quelques minutes de réflexion parce que ce sont des sujets sur lesquels, en tout cas pour le harcèlement, j'interviens très régulièrement. Donc, il faut que j'arrive à synthétiser ma réponse. Pour pouvoir gérer efficacement les questions liées au harcèlement, qu'il soit moral ou sexuel, et effectivement, le harcèlement sexuel, eu égard à la nature même du harcèlement, est peut-être encore plus compliqué à gérer parce qu'encore une fois, il touche au très intime de la personne. Mais peut-être quand même des éléments de réponse. Ce qui va permettre de gérer efficacement, en tout cas dans le champ professionnel, c'est, comme vous le suggérez hein, dans votre question, c'est qu'il y ait une réelle politique de prévention, mais même au-delà de la prévention, de traitement de ces situations-là, alors qui existent avec les ressources et les procédures qui vont bien, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qui sont indispensables. Et à côté de ces ressources et de ces procédures, un réel engagement et la communication qui accompagne cet engagement de la part de l'employeur. Ce sont des obligations légales hein, de prévenir et d'agir et de faire cesser ces situations-là. C'est une chose de le dire, c'est une autre chose que de le faire et vraiment de s'investir pleinement dans ces procédures et dans le traitement de ces situations-là. Et dans procédure, j'entends quelles sont les personnes habilitées et identifiées dans l'entreprise pour traiter ces situations-là, c'est-à-dire vers quelle personne tout un chacun peut se tourner s'il estime être harcelé sexuellement ou s'il est témoin d'une situation potentielle de harcèlement. Donc, il y a il y a les ressources, la procédure de signalement, et puis la procédure de traitement. Et dans traitement, il y a évaluation, conclusion et si besoin, sanction. Hein. Ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire, la responsabilité et le terrain de jeu de l'entreprise, pour le dire comme ça. Et puis à côté de ça, eh bien, il y a, si une personne effectivement est victime de harcèlement sexuel ou se vit victime de harcèlement sexuel, eh bien, nous allons aller un peu plus rapidement. Pardon, pour pouvoir orienter si son état de santé en est dégradé. D'accord. Donc, je pense que nous sommes au thème du temps imparti. Ah, il y a une dernière question. OK. Ah. D'accord, on va prendre la dernière.
Alors, oui, c'est Sarah qui dit merci bien. Nous n'avons pas de médecin du travail. J'imagine que c'est cette dernière question-là. Vers quel spécialiste aller? Oui, Euh, avant la Pardon. question de Sarah, il y a une question concernant l'application, le logiciel qui pourrait efficacement détecter les difficultés des collaborateurs. Ah, pardon, j'avais pas vu, autant pour moi. Donc, est-ce qu'une application type, une application pourrait efficacement détecter les difficultés des collaborateurs? Si oui, avez-vous un exemple? Alors, moi, j'ai pas d'exemple empirique, c'est-à-dire que j'aurais pratiqué d'applications qui pourraient détecter les collaborateurs en difficulté. Alors, pour moi, si on met en place une telle application et on a mis quelque chose en place qui pourrait éventuellement s'apparenter un peu à ça avec une entreprise, mais ça doit vraiment être un préambule et ça doit vraiment être une occasion ensuite de donner à la personne accès à, voilà, à quelqu'un, voire à un professionnel. Le dispositif dont je vous parle, c'est un dispositif, donc effectivement, via une plateforme web qui permet sur certaines thématiques à un individu de effectivement évaluer son état de bien-être au travail. Et du coup, en fonction des résultats, eh bien, on est amené à lui proposer des contenus, donc des articles ou des fiches pratiques. Par exemple, ça peut être autour de la gestion du stress ou la gestion des émotions. Et si besoin, l'encourager et lui donner un accès direct, un click and go pour un entretien avec, en l'occurrence, avec un psychologue. Donc, pourquoi pas, mais à condition que ce soit une première étape, si je dois synthétiser. D'accord. Nous allons passer à la question de Sarah. Et du coup, effectivement, Sarah, donc, qui nous dit qu'elle n'a pas de médecin du travail et du coup, vers quel spécialiste aller. Alors, pour être très synthétique, parce que j'entends que le temps file, ce que j'aurais envie de vous dire, Sarah, c'est s'il n'y a pas de médecin du travail, donc s'il n'y a pas de médecin au sein de votre entreprise, alors je pense que cet échange-là et cette évaluation de votre état et de vos besoins, il faut effectivement le faire avec votre médecin de ville, euh, à minima déjà comme première étape. Hein. Et si effectivement votre état, en tout cas si vous estimez que votre état est ne serait-ce qu'en partie lié à ce que vous vivez au travail, alors peut-être vous tournez vers les RH. Hein, peut être aussi un moyen voilà, de réfléchir à comment agir sur votre situation. Alors, ça peut être les RH et ou le manager, mais ça, encore une fois, c'est pour moi difficile de vous faire une réponse claire et précise parce que ça va être très, très dépendant de ce que, encore une fois, vous vivez et vous traversez en ce moment. Mais voilà, rapidement, j'aurais envie de vous dire, pour vraiment l'évaluation de l'état de santé proprement parlé, votre médecin. Et pour la partie évaluation de la situation professionnelle, si elle doit pour vous être en lien avec l'état de santé et les difficultés que vous ressentez, à ce moment-là, quand même, essayez d'en parler avec, avec des acteurs de l'entreprise qui, normalement, sont là pour vous accompagner sur ces sujets-là. D'accord. Merci, Karen. Et donc, je pense que ça devrait être la dernière question. Et avant de repasser la parole à Karen pour la conclusion, je voulais encore revenir, encore dire merci à Karen et revenir un peu sur les points abordés. Il faut dire qu'avec Karen, Karen nous a instruit sur les signaux d'alerte et comment accompagner les collaborateurs et ainsi l'orientation. Elle est intervenue aussi sur l'orientation des collaborateurs. Sur ce, je voulais redonner la parole à Karen pour qu'elle puisse faire sa conclusion. Alors, à mon tour de vous remercier pour votre écoute et puis pour ces échanges et les questions que vous avez pu partager avec moi. Peut-être, voilà, pour conclure et une manière vraiment de synthétiser, j'ai envie de dire, l'enjeu par rapport à ce sujet de détection et d'accompagnement des personnes en difficulté.
vraiment pour moi, accompagner une personne en difficulté, ça va être l'aider à prendre conscience, à accepter son état de détresse en lien avec les difficultés qu'il ou elle rencontre. Et ça, c'est déjà une étape très forte. Et ensuite, en l'amenant à formuler son besoin, d'être aidé, d'être accompagné, d'être orienté, envisager ensemble, vous et la personne que vous accompagnez, si vous êtes dans cette posture-là, envisager ensemble quelles peuvent être les réponses à ces besoins en fonction de son champ des possibles. Tout le monde n'a pas les mêmes ressources à activer. On en a vu un exemple là direct, hein, quand Sarah nous dit il n'y a pas de médecin du travail, ben voilà, ça c'est une ressource qui n'est pas activable. Donc, envisager ensemble les solutions pour répondre à ces besoins. Et puis, ce qui est très important, et je terminerai là-dessus, c'est définir des objectifs clairs pour pouvoir s'assurer de l'engagement de la personne à, à activer ces solutions-là. On sait l'importance en termes d'accompagnement psychologique que la personne reste au maximum actrice de sa situation. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'aider, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas parfois être un peu médiateur, accompagner, pousser, être relais, mais plus la personne reste actrice de sa situation et plus elle va pouvoir s'engager et être, compliante par rapport à tout ce qu'il y aura à affronter par la suite. Voilà, donc c'est pas une mince affaire, c'est l'affaire de tous, j'ai envie de dire, au sein d'une entreprise, certes des managers en particulier, et c'est pour ça qu'ils ont besoin eux aussi d'être outillés, parce qu'un manager n'en est pas moins un salarié d'une entreprise et peut lui aussi être en difficulté, mais avec les quelques stratégies, quelques outils qu'on a abordés ensemble, voilà, on arrive à faire en sorte que les managers se sentent un peu moins dépourvus face à des collaborateurs en difficulté, et même dans ces situations particulières auxquelles nous confronte la crise du Covid. Merci à tous. Merci à tous et merci à tous. Bon après-midi à chacun et à bientôt. Au revoir. Au revoir.